finalement, donc, je vais faire une séance qui est plus... J'avais indiqué que je traiterais un thème qui était lié à ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce que j'avais fait dans le dernier cours, mais qui pourrait être considéré comme un interlude. Et puis, finalement, j'ai développé ça dans la semaine. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que ça permettait de comprendre mieux dans le comportement en temps long de ces problèmes de contrôle avec conditionnement par le fait de ne pas sortir. Et donc, ça va faire toute la séance, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à raconter. Donc, ça va être, je ne sais pas comment appeler ça, donc des mesures stationnaires dépendant du temps, ce qui est un contresens. Je ne sais vraiment pas comment appeler ça. Donc généralisation des mesures stationnaires. Et aussi des mesures quasi-stationnaires et toutes ces notions-là, lorsqu'on a des coefficients qui dépendent du temps. Donc je vais faire un retour en arrière dans un cours, je pense que c'était il y a 2 ans, où j'avais parlé de théorie ergodique, enfin d'ergodicité pour des processus markoviens, pour des équations paraboliques. Et donc je vais commencer par ce cadre-là qui... comme je l'expliquerai dans un instant, est plus simple. Donc, de quoi s'agit-il? Lorsqu'on regarde un opérateur elliptique, et je vais écrire tout de suite la version parabolique, et je vais parler de l'équation dite de Fokker-Planck ou Kolmogorov en forward. Et plutôt que de faire des choses très générales, je vais vous donner un exemple. La généralisation est toujours très facile. Pour bien insister sur le fait que ce qui m'intéresse, ce sont des cadres uniformément elliptiques. Donc j'expliquerai dans un instant que tout ceci se généralise facilement. Et donc je vais mettre ici une divergence de B fois P égale à 0. Un P à l'instant initial et P0 qui est positif ou nul. Et typiquement, P0 est la loi d'un processus de diffusion et P à l'instant T est la loi d'un processus de diffusion. Donc l'exemple le plus simple est cet opérateur qui est là. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler A étoile P, puisqu'il y a un opérateur, c'est le dual de l'opérateur, moins 1 demi de Laplacien, moins B gradient. Alors, là-dedans, B est quelque chose qui est borné, mesurable. Donc, je vais mettre dans L infini et je vais être, pour l'instant, un peu vague sur de quelle variable cet objet dépend. Alors, la notion de mesure stationnaire est claire dans le cas où on a des conditions aux limites qui font que cet objet existe, puisque si on est dans un domaine borné et qu'on prend des conditions limites de Dirichlet, eh bien le P tend vers 0 parce que tout finit par sortir par le bord, et donc si on met P égale 0 au bord, à la fin, P devient nul. Donc la mesure stationnaire est un peu triviale, il y a une autre première fonction propre. En revanche, dans le cas où on est dans le cas périodique, ou des conditions de Neumann, c'est-à-dire dp sur dn égale 0 sur le bord d'un domaine, étant donné que D est un domaine borné régulier, un ouvert borné régulier. Dans le cas périodique, eh bien, on a un cube de périodicité, ouvert borné régulier, ou un parallépipède de périodicité, ouvert borné régulier. Eh bien, dans ce cas-là, on est dans des situations où effectivement la masse totale de P, il n'y a personne qui sort. Tout ce qui arrive au bord est réfléchi, entre guillemets, dans le cas de Neumann. Et quand on est dans le tore, quand ça sort d'un côté, ça revient, ça re-rentre de l'autre.
Donc, bien évidemment, on conserve la masse totale et on peut prescrire l'intégrale de P de t dx égale à 1, quel que soit t positif, en supposant bien sûr que c'est le cas initialement. Alors, donc, ce qui est ultra classique, on avait regardé ça de manière beaucoup plus générale il y a 2 ans, c'est que si B ne dépend que de x, eh bien, on sait qu'il existe une unique mesure stationnaire P, A étoile P égale à 0, qui vérifie les mêmes conditions aux limites, est telle que l'intégrale de P est égale à 1, et P est positif ou nul, et en fait même strictement positif dans ces 2 cas. P est assez régulier dans les situations que je suis en train de mentionner, puisque P est presque lipschitzien. Donc certainement continu et assez régulier. Bien. Donc ça, c'est quelque chose de totalement standard, et j'avais expliqué, donc en remarque, j'avais expliqué que ça, c'est beaucoup plus général, et on avait regardé des situations où l'opérateur A étoile était quelque chose comme ceci. Avec éventuellement d'ailleurs des termes de saut. Donc ça, tout ça, c'était le cours d'il y a 2 ans. Donc dans les mesures, ce qu'on a vu les fois précédentes, c'est que pour les mesures quasi-stationnaires, évidemment, si on veut trouver une mesure quasi-stationnaire avec intégrale de P égale à 1, et ça correspond au cas, si on conditionne par le premier temps de sortie, dire qu'on n'est pas sorti du domaine, eh bien, la mesure quasi-stationnaire est reliée à la première valeur propre de l'opérateur A ou de l'opérateur A étoile. Donc c'est une autre problématique que je mets de côté. Dans le cas ergodique standard, eh bien, la première valeur propre, on la connaît parce que c'est, vous voyez que l'opérateur A qui est ici, ou plus généralement avec des coefficients généraux, eh bien, si vous regardez A fois 1, ça vaut 0. Donc 1 étant positif, c'est la première fonction propre de cet opérateur, on le sait tout de suite, et on connaît automatiquement la première valeur propre, c'est toujours 0, quel que soit l'opérateur. Et ça, c'est la conservation de la masse qui fait qu'on a cette identification de la première valeur propre. Donc, par rapport aux mesures quasi-stationnaires, on en parlera dans un instant, c'est beaucoup plus simple en ce sens-là. Mais la question que je veux maintenant regarder, c'est de prendre des coefficients qui dépendent du temps. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque B de x et de t est égal à 0? Alors, évidemment, si les coefficients dépendent du temps, dire que je veux un P qui annule cet opérateur n'a pas de sens, puisque l'opérateur bouge avec le temps. La notion même de première fonction propre, à savoir 1, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour un opérateur qui dépend du temps? Bien. Et ce que j'ai commencé à indiquer, c'est que fondamentalement, si on essaie de réfléchir à ce qui se passe quand t tend vers l'infini, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a B qui dépend de x. Disons, je regarde une suite de temps Tn qui tend vers l'infini. Et ça, si maintenant je prends une fonction qui est bornée mesurable en espace-temps, eh bien, si je prends une suite Tn qui tend vers l'infini, bien, quitte à extraire une sous-suite, je peux toujours supposer que ceci converge faiblement, et je rajoute un temps ici, b de Tn plus s, converge faiblement dans L infini étoile, donc pour la topologie faible, de L infini vu comme espace dual de L1, donc c'est-à-dire multiplié par les fonctions L1, les intégrales convergent, bien ça converge vers quelque chose qui dépend de S et de X, et qui est une fonction qui est dans L infini, bien entendu en S et X, mais S maintenant il appartient à la droite tout entière, et X appartient au domaine, le cube de périodicité, le domaine avec conditions de Mann, sur lequel on impose des conditions de Mann, peu importe.
Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de prendre une fenêtre autour d'une suite de temps qui tendent vers l'infini. Et cette fenêtre, on peut la prendre aussi grande qu'on veut, puisque lorsque la suite de temps, vous voyez que si les b sont définis pour des temps positifs, bien lorsque je suis en n, S est défini pour tous les temps positifs et tous les temps plus grands que moins Tn. Et donc, à la limite, on a effectivement une fonction qui est définie sur la droite réelle tout entière. Et donc, les P, on a suffisamment de compacité, si je prends ceci, pour en déduire qu'à une sous-suite près, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je regarde P de Tn, et maintenant je vais prendre plus T et X, peut-être avec sous-suite, on a de la compacité, on a tout ce qu'il faut pour dire j'ai une sous-suite qui converge. Donc, a priori, il y a une sous-suite. En fait, on verra que dans un instant, que ce n'est pas toute la sous-suite. C'est en fait, dès qu'il y a convergence des coefficients, il y a convergence du P. Eh bien, ça va converger vers un objet P de T et de X qui vérifie dP sur dt plus A étoile P égale à 0. Donc, pour X dans Q et maintenant pour T sur la droite réelle tout entière. C'est normal, c'est le processus classique dans les systèmes dynamiques des oméga limite 7, comme on dit en bon français. Et bien, a priori, ce qu'on récupère, c'est une orbite éternelle de moins l'infini à plus l'infini. Bien entendu, toujours grâce à la compacité, on va savoir que l'intégrale de P de T est égale à 1. On va savoir avec le principe du maximum que P est positif ou nul, et ceci entraîne que P est strictement positif. Ça, c'est le principe du maximum. Donc, je vous donne les grandes lignes, parce que c'est des choses que j'avais un peu déjà abordées, donc ce sont les arguments clés. Et puis, on a maintenant une sorte de notion qui remplace la notion de mesure stationnaire, puisque c'est un zéro de l'opérateur, entre guillemets, éternel. Et l'observation que je veux faire aujourd'hui et développer ensuite pour les mesures quasi-stationnaires et revenir ensuite sur des problèmes de contrôle, eh bien, c'est que ça, c'est un objet qui est unique, qui est entièrement caractérisé par les coefficients. Donc, le théorème que je vais démontrer, et c'est très général, je le fais pour moins laplacien plus B gradient. Donc, le théorème, c'est qu'il existe une unique solution P de ce problème-là, donc de dP sur dt, je vais l'écrire ici, et puis de façon à garder un peu de place. Intégrale de P égale à 1, P positif ou nul, le strictement positif, c'est le principe du maximum, et ça, c'est quel que soit T dans R. Alors, ça a il y a pas mal de corollaires de ceci. Premier corollaire, c'est que tout à l'heure, je disais si B de Tn converge faiblement vers B, eh bien, cela entraîne que P de Tn converge pour toute la sous-suite, converge vers ce P-là. Il n'y en a pas d'autre, donc pour toutes les sous-suites, ça va toujours être le même objet, et donc ça converge complètement. Corollaire 2, c'est que P hérite de toutes les propriétés temporelles des coefficients. Donc, en particulier, si B de t et de x converge quand t tend vers l'infini vers un B de x, si ça converge, ça ne peut pas dépendre de t à la fin, eh bien, le P de t et de x, la solution, converge vers la solution stationnaire P de A étoile P égale à 0. Ça, je l'expliquerai. Ça, c'est automatique.
Mais si B de t et de x, entre guillemets, convergent vers... bon, les notations sont un peu pourries quand même, hein, mais convergent vers... parce que c'est pas le même B, donc il va falloir que je sois un petit peu... Donc si le A étoile, c'est ça, je ne sais pas comment très bien m'en sortir, mais enfin bon, peu importe. Si ça converge vers un B périodique, alors P de Tx converge vers P périodique, c'est-à-dire que la solution qui est ici, au-dessus, est périodique. Donc c'est un peu vague, je vais écrire les choses autrement. Idem pour presque périodique ou pour aléatoire stationnaire. Les trois petits points sont des généralisations. Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Dans ces corollaires, la seule chose que je dis, c'est donc on oublie les limites et on regarde on oublie le processus de limite et on regarde le problème limite. Donc, je m'intéresse à ces solutions éternelles. Donc, je vais oublier tout le passage à la limite. Et la seule chose que je vais dire, c'est que si le problème limite qui est ici, si B, la limite, c'est mon B, c'est les coefficients qui sont définis sur la droite réelle, si B est indépendant de T, dans le théorème, ça entraîne que P est indépendant de T. Parce que si B est indépendant de T, B de T plus n'importe quelle translation T0 est égal à B de T. D'après l'unicité, la solution qui correspond à B translaté de T0, c'est P translaté de T0. Comme il y a unicité, ça veut bien dire que P est indépendant du temps. Vous voyez maintenant que si B est périodique, c'est évidemment la même chose, à part que T0, c'est la période. P périodique de même temps, de même période. Prenez T0 égale période. Presque périodique, c'est la même chose. Stationnaire, c'est la même chose. C'est automatique. L'unicité fait que vous récupérez automatiquement toutes les propriétés temporelles de B ou de sa limite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire que B est indépendant du temps. On n'a pas besoin de dire que B est périodique. Il suffit que ça le devienne à l'infini. Et automatiquement, les lois se stationnarisent en un objet qui est indépendant du temps si la limite des coefficients est indépendante du temps, qui est périodique si la limite est périodique, etc., etc. Et s'il n'y a pas de structure temporelle, eh bien, ça se stabilise sur ces sortes de mesures invariantes, entre guillemets, éternelles. Bon. Donc c'est un objet qui est relativement naturel. Et puis on verra, quand je reviendrai, d'abord qu'on va essayer de généraliser ça à des mesures quasi-stationnaires, l'équivalent quasi-stationnaire, et puis après on reviendra pour comprendre le comportement en temps long des procédés, en fait, de certains MFG. Bien. Donc ça, ces applications sont immédiates. On voit bien que la seule chose qu'il nous faut comprendre, c'est le théorème qui est au-dessus. C'est comment on se débrouille avec ces solutions éternelles. Alors, c'est un argument fondamentalement de dualité qui va faire fonctionner la chose. C'est un problème linéaire. Donc, l'existence, eh bien, d'une certaine manière, on l'a déjà vu par ce processus limite, mais quand je parle de ça, j'oublie le fait qu'éventuellement, c'est une limite, et donc je suis vraiment en train de dire, ici,
j'ai un B qui est dans L infini en RT fois le domaine. Et à ce moment-là, j'ai une unique solution. Donc je démarre avec des coefficients qui sonnaient sur la droite tout entière. Bien. Alors si je fais ça, l'existence, il y a quand même quelque chose à dire, parce que je ne peux pas juste faire l'argument que je faisais précédemment, mais c'est quand même pas très compliqué. Donc pour l'existence, ça c'est la partie la plus facile, eh bien on va résoudre d'une certaine manière ce qu'on avait fait avant, c'était mettre une fenêtre en Tn et donc décaler le temps de départ en moins Tn. Ben, on va faire la même chose, on va décaler le moins de départ en moins n, par exemple. Donc on regarde Pn, la solution de dPn sur dt plus A étoile de Pn égale à 0 pour les t supérieurs à moins n, x dans Q, les mêmes conditions aux limites périodiques ou Neumann, et Pn à l'instant moins n, eh bien, est donné par ce que vous voulez, une fonction indicatrice, un P0 quelconque, mais ça n'a rigoureusement quelconque. Ça, on va l'oublier, cette condition à limite. P0 étant, autant le prendre régulier, intégrale de P0 égale à 1, et donc, par exemple, P0 égale 1 sur le volume de Q, de façon à ce que ce soit positif et normalisé de masse totale égale à 1. Bon, ben, l'argument rapide que je mentionnais, c'est que, bien entendu, ça entraîne que l'intégrale de Pn est égale à 1, quel que soit t supérieur ou égal à moins n. On a des estimations a priori paraboliques qui donnent de la compacité, et on fait tendre n vers l'infini. Pn, ou plus exactement une sous-suite, tant qu'on n'a pas l'unicité, va converger vers le P qu'il faut. Donc, je ne donne pas les détails. Lorsqu'on en est là, on a des bornes L1. Et lorsqu'on a des bornes L1 comme ceci, pour une équation linéaire parabolée comme ceci, on en déduit toutes les bornes qu'on veut. En tout cas la régularité maximale qui est limitée uniquement par la régularité spatiale de B. Donc, si B n'est que borné, eh bien, le Laplacien P, c'est la dérivée d'une fonction bornée, et donc ça veut dire que le gradient P est presque borné. B mot au lieu de l'infini, mais enfin, bon, ça c'est la technique. Bien, donc beaucoup d'estimations a priori, de la compacité, un caractère strictement positif grâce au principe du maximum fort, etc., etc. Donc ça on le sait, on passe à la limite sur une sous-suite et on obtient une solution globale en temps, l'existence sans difficulté. Évidemment, c'est l'unicité. Parce que l'unicité, on n'est pas dans des cadres normaux de problèmes de Cauchy. Dans un cadre normal de problèmes de Cauchy, pensez à un système dynamique quelconque, eh bien l'unicité, vous la comprenez parce que vous dites, bah, initialement, je connais ma solution, et puis après, si le problème n'est pas trop mal fichu, ça me détermine la solution en tout temps ultérieur. Là, je ne sais pas de quoi je démarre. Je démarre en moins l'infini, je ne sais pas de quoi. Donc comment je l'attrape? Okay. On ne peut pas l'attraper. Et donc, ce que l'on va faire, c'est, pour l'unicité, c'est de dire si j'ai un P maintenant qui est de moyenne nulle par différence, ça c'est la linéarité, je prends deux solutions et j'appelle P, à nouveau P, je devrais l'appeler, alors, je vais l'appeler, je ne sais pas quoi, F. C'est la intégrale de f égale à 0. F, c'est vraiment la différence de deux solutions. Et donc, évidemment, la moyenne de f est égale à 0, et j'ai que df sur dt, j'ai les mêmes conditions à limite, plus a étoile f égale à 0, la même équation. Bon. Et je veux démontrer que f est égal à 0. Bon, alors, je vais me servir de quelque chose que j'avais établi lorsqu'on avait fait lorsque je vous avais présenté ma vision des problèmes d'ergodicité, c'est-à-dire que je vais me servir d'un argument de dualité. Donc je vais introduire la solution du problème backward, l'équation de Kolmogorov backward, qui est donc moins du sur dt plus AU égale à 0.
Évidemment, la question, c'est de montrer que f est identiquement nul. Et quitte à translater le temps, ce que je vais démontrer, c'est que f à l'instant 0 est identiquement nul. L'instant 0 ne joue évidemment aucun rôle. Sinon, vous faites une translation, vous ramenez toujours au cas où l'instant est nul. Et donc, je vais résoudre le problème backward en le résolvant sur moins t0. J'ai un moins du sur dt, donc le temps s'écoule en sens inverse du sens habituel, et je prescris ma condition pour ce problème de Cauchy à un temps final, puisque c'est un moins d sur dt. Donc en u en t égale 0 est égal à u0, disons, quelconque. Vous pouvez le prendre continu, évidemment tout est borné puisqu'on est sur un compact, ou vous pouvez le prendre c infini, c'est pareil. Bon, alors, si vous regardez d sur dt de l'intégrale de uf, bon, d sur dt de l'intégrale de uf, ça fait du sur dt fois f, c'est-à-dire intégrale de AUF, plus df sur dt fois u, et ça c'est moins u à étoile f. Et donc évidemment, ça vaut 0, c'est fait pour, c'est l'argument de dualité. Donc en particulier, l'intégrale de u de 0, u0 qui est quelconque fois f de 0, est égale à l'intégrale de u de t fois f de moins t. Observez, j'aurais dû le dire, c'est que non seulement l'intégrale de f est égale à 0, mais que l'intégrale de valeur absolue de f est inférieure à 2. Puisque f, c'est P1 moins P2, et que P1 et P2 sont positifs. D'accord ? P1 et P2 sont positifs. En fait, on peut même gagner sur le 2, mais peu importe. P1 et P2 sont positifs, donc la valeur absolue de f, c'est majoré par P1 plus P2, et l'intégrale de P1 et l'intégrale de P2 valent 1. C'est-à-dire que ça reste borné dans L1. En norme L1, ça se majore par 2. Quid de u de t? Et donc, c'est là où je vais rappeler un lemme déjà établi. Un lemme absolument général établi pour des équations paraboliques qui dit, et ça mélange de la compacité et surtout le principe du maximum fort, qui dit que l'oscillation de u de t, alors on est en rétrograde, donc ça c'est vu il y a 2 ans, et c'est juste le principe du maximum fort. Je vais rappeler rapidement pourquoi ceci est vrai, mais c'est que l'oscillation de u de t se majore par un C0 fois e puissance moins RT fois l'oscillation plus RT puisque t est négatif fois l'oscillation de U0. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il existe un R strictement positif, il existe une constante C0 positive, telle que quel que soit U0 et quel que soit T dans moins T 0, eh bien, on ait cette inégalité. Alors, ça, de quoi ça provenait? Donc, je vous rappelle rapidement ce qu'on avait vu il y a 2 ans.
En fait, ce que l'on démontre, c'est que quel que soit delta positif, il existe un θ qui est dans 0, 1, tel que l'oscillation de U de moins delta soit plus petit que θ fois l'oscillation de U0. Après, vous itérez ça, vous trouvez l'exponentielle, puisque vous avez essentiellement un semi-groupe. En fait, ce même lemme, vous l'avez de moins delta à moins 2 delta, etc., etc. Et ça, de quoi ça vient? Ça vient donc, attention, le temps est rétrograde, ça vient que le maximum décroît, que le minimum croît, donc l'oscillation décroît, et que l'oscillation est obligée de décroître strictement, parce que sinon, ça voudrait dire que on a un point de maximum intérieur, c'est le principe du maximum fort. Et si on a un point de maximum intérieur, ça veut dire que la solution est constante, donc l'oscillation est nulle, donc toutes les inégalités sont vraies. Donc ça, c'était le principe du maximum fort, plus compacité. Donc là, j'ai démontré que l'oscillation décroît strictement pour 1 U0. Après, les U de moins delta sont une famille compacte lorsque l'oscillation de U0 est majorée par 1. Et donc, si on est dans un compact, on peut trouver le même θ pour tout le monde. Donc ça, c'était le principe de démonstration. Je vais être obligé de faire une autre démonstration plus tard. Donc on aura une démonstration sans se servir du lemme d'il y a 2 ans. Une autre démonstration dans le cas quasi-stationnaire, ça ne marchera plus du tout. Donc, ce n'est pas très grave si vous ne vous souvenez pas de ceci. Mais là, vous voyez que la démonstration est pratiquement terminée, puisque si on admet ceci, eh bien, l'intégrale de U de t, f de moins grand t, bien, comme l'intégrale de f de moins grand t est nulle en valeur absolue, ceci se majeure par l'oscillation de U de moins t, fois l'intégrale de valeur absolue de f. Donc, vous retranchez le minimum, qui est une constante en x, vous retranchez le minimum U de t moins le minimum, c'est majoré. Ça ne change rien puisque l'intégrale de f vaut 0. Vous majorez, autant le dire plutôt que autant l'écrire. Donc ça, c'est l'intégrale de U de grand T moins le minimum de U de moins grand T fois f de t, f de moins t, pardon, toujours valeur absolue. Ça, je me sers du fait que l'intégrale de f vaut 0. Ensuite, je majore par les valeurs absolues. Ça, c'est positif, et donc ça se majore par U de grand T moins minimum de U de moins grand T fois la valeur absolue de f de moins grand T. Je majore ça par le max de cette différence, c'est l'oscillation. Ça fait oscillation de U de moins grand T, multiplié par l'intégrale de la valeur absolue de f, qui se majore par 2. Et donc, ceci tend vers 0. Si ça tend vers 0, ça montre bien que l'intégrale de U0, F0 vaut 0, quand t tend vers l'infini. U0 est quelconque, ça veut bien dire que F de 0 vaut 0. Donc évidemment, c'est du côté de moins l'infini que ça se passe, et d'une certaine manière, on n'a pas besoin de conditions initiales en moins l'infini, parce que pour le problème dual, toutes les solutions deviennent constantes en moins l'infini.
Donc c'est le mécanisme qui fait que, bien, il y a automatiquement une solution qu'on a envie d'appeler éternelle, qui est unique. Bon. Alors, c'est quelque part dire que c'est une mesure stationnaire pour un opérateur, pour l'opérateur parabolique, parce qu'au fond, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai un opérateur d sur dt plus a étoile. Okay, mais c'est une mesure stationnaire, donc cet opérateur, il est évidemment dégénéré par rapport au temps. Et d'ailleurs, l'intégrale de P est égale à 1, je ne suis pas en train de dire que l'intégrale double en espace-temps est égale à 1. Donc c'est quelque chose pour un opérateur partiellement dégénéré. Si je regarde l'opérateur parabolique comme un opérateur elliptique dégénéré, je suis en train de dire que c'est bien une mesure stationnaire en X, c'est aussi une mesure invariante en temps sur cet opérateur spatio-temporel, mais en revanche, elle n'est pas normalisée égale à 1. Donc ce n'est pas de l'ergodique, c'est pas de la théorie ergodique, c'est autre chose. Bon. Donc c'est un objet qui est là. On peut se dire à quoi ça sert. Ben, je vous montrerai que lorsqu'on aura étendu ces notions à des cas quasi-stationnaires, ça va nous résoudre une question sur le comportement en temps long de certains problèmes non linéaires. Bien. Donc du coup, j'ai décidé de passer un peu plus de temps dessus parce que la différence, la semaine dernière, j'étais dans une situation, tiens, c'est vrai, il y a des objets qui semblent naturels. Et la semaine dernière, je ne savais pas à quoi ça pouvait servir. Et puis entre-temps, je me suis rendu compte, bah oui, ça peut servir à quelque chose. Donc du coup, je vais prendre un peu plus de temps dessus. OK, alors ça, c'était l'échauffement, c'était des choses que je savais pratiquement il y a 2 ans. Ça s'est un peu éclairci récemment, mais ce n'est pas vraiment nouveau, entre guillemets. Et donc, ce que je vais maintenant regarder, c'est une situation qui est beaucoup plus délicate, qui est une situation où bien, je vais mettre des conditions aux limites de Dirac-Leigh. Et on a vu la semaine dernière que les mesures Q stationnaires ou la limite de Yaglom, si on veut emprunter le langage probabiliste, bien, ça fait appel à la première fonction propre bien. Donc, quid condition de Dirac-Leigh, mesure Q stationnaire, et au-delà avec des opérateurs qui dépendent du temps. Donc à nouveau, je fais des choses simples et je vais commencer par rappeler ce que l'on sait bien. Donc je prends un B qui ne dépend que de X pour l'instant, et après je vais mettre la dépendance en temps comme je viens de le faire, du sur dt, moins Laplacien U, moins B gradient U égale à 0. Dans un domaine D qui est un ouvert borné régulier de Rn, et U égale à 0 sur le bord, et vous vous souvenez que pour les mesures quasi-stationnaires, il faut en fait regarder le quotient de solution. Bien. Après, je serai amené à changer le temps. Alors, qu'est-ce que l'on sait là-dessus? Ce que l'on sait là-dessus, c'est que la solution tend vers 0. En fait, elle tend vers 0 exponentiellement vite. L'interprétation, c'est qu'on a un processus qui est un brownien plus un drift, et quand il touche le bord, on l'arrête. Et presque sûrement, ce processus, il sort. Donc, ça veut dire que tôt ou tard, il s'arrête, quelle que soit la trajectoire. Et donc, si tôt ou tard, il s'arrête, ben, à la fin, il n'y a plus rien.
à savoir 0, puisque sur le bord, ça vaut 0. Donc ça, c'est l'intuition. Et en fait, ce que l'on sait par le théorème de Krein-Rootman, c'est qu'il existe une unique fonction propre phi, strictement positive à l'intérieur, qui vérifie à phi égale lambda phi dans D, phi sur le bord de D égale à 0, et d'ailleurs lambda ici, dans ce qui nous concerne, c'est strictement positif. Bon. Au passage, l'existence d'un objet comme ceci, qui est un fait absolument général, qui requiert en fait deux propriétés. Une première propriété, c'est que l'opérateur A-1 avec les conditions limites est compact. Dans quels espaces? À peu près dans tous les espaces que vous pouvez imaginer. Donc dans L2, dans les fonctions continues, dans ce que vous voulez. Il est compact et il y a le principe du maximum. Donc la compacité va assurer l'existence d'une fonction propre. Le caractère simple de la fonction propre et son signe strict, c'est le principe du maximum. Pour les matrices, c'est un nom, c'est le théorème de Perron-Frobenius qui vous assure que vous avez un premier vecteur propre à coefficient, à coordonnées positives pour une matrice qui a les bonnes propriétés, c'est-à-dire tel que A-1 d'un vecteur positif par coordonnée et positif par coordonnée. Bien, donc c'est comme pour les matrices qui préservent par inversion la positivité des coordonnées d'un vecteur, et simplement le passage en dimension infinie fonctionne parce qu'il y a de la compacité. Donc quand il y a la compacité, on n'est pas loin de la dimension finie. Eh bien, en dimension finie, pour les matrices, c'est le théorème de Perron-Frobenius. Donc, ce n'est pas des choses ultra compliquées. Vous voyez tout de suite pourquoi U tend vers 0 et pourquoi U tend vers 0 exponentiellement. Parce que, bien évidemment, si vous pouvez majorer U0 en valeur absolue par une constante C0 phi, supposez que U0 s'annule au bord et soit lipschitsien, eh bien, vous pouvez majorer U0 par C0 fois phi. Eh bien, vous déduisez du principe du maximum. Ça entraîne que U de t en valeur absolue est majoré par C0 fois e puissance moins lambda t. Donc ça caractérise, il existe un unique lambda tel qu'il existe phi, et ce phi est unique. Tout est unique là-dedans. La première valeur propre, la première fonction propre, etc. Bon. Pourquoi fois phi? Parce que ça, le e puissance moins lambda t phi est solution du problème. Donc ça, c'est AU. Vous voyez qu'avec le e puissance moins lambda t, le d sur dt va me retrancher, va me faire apparaître le moins lambda phi, et donc c'est exactement une solution du problème. Ah oui, c'est un vecteur propre. Et donc vous voyez que, trivialement, que ceci gouverne, que la première valeur propre gouverne l'extinction de U0. Et en fait, on peut même faire des choses plus précises en disant, remarque, en fait, on peut démontrer, c'est pas compliqué, mais ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin ici. En fait, on a que e puissance lambda t, ouais, je vais peut-être mettre lambda 1 quand même pour bien insister que sur le fait que c'est la première valeur propre. Donc, e puissance lambda 1t fois u de t, comme une fonction spatiale, converge uniformément vers une constante C0 fois phi, où phi est la première fonction propre,
Alors quand je dis la première fonction propre, attention, quand je dis il existe unique phi, c'est à une constante multiplicative près. Puisque si phi est solution, bah c'est toujours comme les vecteurs propres. Hein. Si vous avez un vecteur propre, 2 fois le vecteur propre, c'est encore un vecteur propre. Donc ça, c'est à une constante multiplicative près. Il faut le normaliser. En d'autres termes, pensez intégrale de phi vaut 1. Bien. Alors, C0 fois phi. Bien. Alors, le C0, comment l'identifier? Eh bien, toujours par le thème de Krein-Rootman, ce que l'on sait, comment identifier le C0, on sait qu'il existe un unique P0, ou P bar, tel que A étoile P bar soit égal à lambda 1 P bar. Bon, au fond, A étoile, il a la même propriété que A. Il a le principe du maximum. Il est compact. Donc là aussi, le théorème de Krein-Rootman s'applique. Il y a une première fonction propre, et puis par dualité à cause des signes, ben, il n'y a pas le choix. C'est la même. À nouveau, ça c'est Perron-Frobenius, hein, sur les matrices. Donc, P bar strictement positif sur D, P bar égal à 0 sur le bord. Donc, il existe un unique P bar. Et c'est évidemment ceci quand on va vouloir généraliser lorsque les coefficients dépendent du temps. Donc ça permet d'identifier le C0 en multipliant l'équation par P bar. En effet, si vous faites ceci, eh bien, vous en déduisez que d sur dt de l'intégrale de UP bar plus lambda 1 intégrale de UP bar est égal à 0. À nouveau, c'est toujours absolument général, c'est avec des vecteurs propres. Si vous avez un vecteur propre pour la matrice ou l'opérateur dual, vous avez automatiquement cette relation pour la composante de la solution primale sur ce vecteur propre. Et donc vous voyez que l'intégrale de UP bar est égale à et puissance moins lambda 1t intégrale de U0 P bar, en d'autres termes que l'intégrale de U de t P bar fois e puissance lambda 1t, je le mets comme ceci, P bar, est égal à l'intégrale de U0 P bar. Et donc, si ceci converge vers C0, bien, ça fait C0 fois intégrale de phi P bar est égal à l'intégrale de U0 P bar. Et donc, le C0 qui est là est égal à l'intégrale de U0 P bar divisé par l'intégrale de phi P bar divisé par P bar. Donc une bonne normalisation, c'est certainement pour P bar de dire j'ai envie que ça soit une mesure de proba et c'est de mettre l'intégrale de P bar égale à 1. Et pour phi, c'est de mettre l'intégrale de phi bar est égale à 1. Ça, c'est une bonne manière de normaliser les choses. Garde ça en tête, je vais me servir de choses comme ceci. Bon. Donc, toujours, je continue mes remarques dans le cas dépendant du temps. Si je passe maintenant au problème, à la vraie équation de Kolmogorov, parce que c'est ça qui m'intéressait, à savoir dp sur dt moins e' de Laplacien p moins divergence au sens de plus divergence de bp égale à 0, avec p sur le bord donc avec P sur le bord de D est égal à 0 et P en T égale 0 égale P0. Ça, c'est l'objet quand on a regardé tous ces problèmes de contrôle avec conditionnement, avec le fait de ne pas sortir du bord. Mais on a vu qu'à la fin, on pouvait réécrire tout comme des problèmes de contrôle
déterministe ou stochastique, suivant qu'on prend des feedbacks ou des contrôles généraux, et que ce que l'on contrôle, c'est une équation de Fokker-Planck comme ceci, voire une équation de Fokker-Planck stochastique avec un terme supplémentaire, mais qu'ici, on a évidemment une dépendance temporelle. Pour l'instant, il n'y a pas de dépendance temporelle. Okay, donc j'ai un B de x. Déjà, qu'est-ce que l'on peut dire? Bon, si on réinterprète tout ce que l'on vient de faire, là, à nouveau, P tend vers 0 très fortement, et en changeant les rôles, on voit que P de t est puissance lambda 1t et converge. Quand j'ai mes phi, P bar, excusez-moi, c'est pas P bar, c'est phi ici. C'est la première fonction propre. Bien. En revanche, ça c'est bien pour ça que c'est divisé par intégrale de phi P bar. Hein. Alors, donc, là, on inverse les rôles, ça converge uniformément, quand t tend vers l'infini, vers l'intégrale de P0 fois phi, divisé par l'intégrale de P bar fois phi, fois P bar. Donc, si on pense que P est égal à 1, on voit que la mesure, entre guillemets, quasi-stationnaire, elle est gouvernée par le P bar. Bon, je ne reviens pas en arrière sur la mesure quasi-stationnaire, ce n'est pas le point qui m'importe. Bien. Donc la question qu'on a envie de dire, c'est maintenant, après ces longs rappels, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des coefficients qui dépendent de t et de x? Et on a vu qu'on était naturellement dans cette situation lorsque je regardais des problèmes de contrôle, parce que le B est le contrôle. Donc lorsque j'écris un feedback, c'est à la limite un B de t et de x quelconque borné. Mais il dépend de t. Et si je fais tendre le temps vers l'infini, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bon. Alors, les choses sont un peu longues à expliquer, donc je vais essayer de vous expliquer comment les choses s'organisent. D'abord, si on veut récupérer, on veut garder en tête l'idée d'une solution éternelle. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure et dire que Btn plus t, x, converge comme fonction dans L infini tx, converge vers un certain, et je le note encore B, pardonnez-moi. Où Tn tend vers plus infini. Donc, quitte à extraire une sous-suite, je peux toujours supposer ceci. J'ai des bornes. De sorte que la solution que j'ai ici, elle est maintenant décalée en temps de moins Tn jusqu'à plus l'infini, et je suis en train, moins Tn tendant vers moins l'infini, j'ai envie de créer ainsi une solution éternelle. Il y a juste un petit problème, c'est que tout s'écrase rapidement vers 0. OK ? Donc, je n'ai pas trop le choix. Il va falloir que je fasse une transformation. Il va falloir que je multiplie. Donc, le problème, c'est que P de Tn plus T de x, il tend vers 0. Et si T est borné, il tend vers 0 comme mes puissances moins lambda 1 Tn. Lorsque c'est indépendant du temps. Si ça dépend du temps, on sent bien que ça va être encore les mêmes propriétés qui jouent. Parce que sur le problème associé, le problème primal, le fait que le brownien plus drift borné tende vers 0 sorte toujours, c'est vrai, même si le drift dépend du temps. Ça ne change rien. Donc tout disparaît au bord. Donc si je veux garder quelque chose, il va falloir que j'impose une normalisation. Okay ? Et donc, qu'est-ce que je suis en train de faire?
c'est je suis en train de dire que je vais, si ceci c'est Pn de t et de x, je vais multiplier Pn par phi n de t, Pn de t et de x. Donc ça sera un nouvel objet, P tilde de n, qui, bien entendu, là-dedans, j'ai oublié de dire que les P étaient positifs ou nuls. Et je vais le normaliser. Le phi n de t, je vais le prendre pour que ceci vaille 1, quels que soient les temps. Bon. C'est-à-dire là où c'est défini, c'est-à-dire entre moins Tn et plus infini. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris pour phi n 1 sur la masse totale de Pn. Donc si je fais ceci, je vais en déduire quelle équation j'ai pour P tilde de n. Bien, j'ai une équation dP tilde de n sur dt plus AP tilde n égale à quoi? Eh bien, égale à lambda n, P tilde de n, avec P tilde de n positif ou nul. L'intégrale de P tilde de n vaut 1, quel que soit le temps. Et puis, une condition initiale qu'on va oublier, et je vais surtout indiquer que P tilde de n s'annule au bord. Et lambda n, c'est quelque chose qui dépend du temps et qui est donné par d sur dt. C'est phi prime n de t. D'accord? Donc, lorsque on est indépendant du temps, on se dit que ce lambda n il doit converger vers la première valeur propre. Là, vous pouvez l'interpréter comme étant une sorte de multiplicateur de Lagrange associé à cette contrainte. Bon. Alors, on ne sait pas ce qu'il fait exactement, mais quand même, si, on peut un tout petit peu calculer les choses, parce que rappelez-vous, phi n, c'est 1 sur l'intégrale de Pn. Et l'intégrale de Pn, on peut quand même essayer d'en dire quelque chose, parce que d sur dt de l'intégrale de Pn, donc phi prime n, la dérivée par rapport au temps, c'est moins 1 sur l'intégrale de Pn carré fois l'intégrale de dPn sur dt, c'est-à-dire d sur dt d'intégrale de Pn. Donc, d sur dt d'intégrale de Pn. Qu'est-ce qui va me rester? Comme P vaut 0 au bord, le terme en divergence, ça me fait du B scalaire, la normale extérieure fois P, mais P s'annule au bord, donc il ne reste rien. En revanche, il y a un terme de bord qui subsiste, qui nous dit ici que c'est moins 1,5, et puis les solutions sont régulières ici, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. dPn sur d nu, sur le bord de D, ds, est égal à 0. Bien. OK. Alors, comme P est positif et nu, c'est la normale extérieure, donc ça c'est D, ça c'est nu. Donc P est positif ici, P vaut 0 là, ça veut dire que donc lorsqu'on se rapproche du bord, on descend, donc dP sur d nu est négatif, et donc ceci, c'est en fait, d'après le principe du maximum de Hopf, strictement positif. Et donc, avec le moins. Donc, ça veut dire que dPn sur dt est négatif, et comme j'ai un moins, ça veut dire que le phi prime n est strictement positif. Bien.
Alors, ça, ça permet, et je ne vais pas trop insister là-dessus, cela permet une fois qu'on a ces signes, cela permet de comprendre pourquoi les lambda n restent essentiellement bornés. Alors, il y a une petite difficulté avec l'histoire du lambda n, c'est que le lambda n a un signe, donc là on le voit, lambda n est positif, même strictement positif. Mais les informations que l'on récupère facilement, c'est pas sur lambda n, mais c'est sur sa primitive. Donc là, il y a une petite couche de difficulté sur laquelle je ne veux pas trop insister. Parce qu'a posteriori, on peut obtenir pas mal d'informations. OK. En effet, qu'est-ce que l'on peut dire maintenant? C'est que si je réécris l'équation qui est ici, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a que l'intégrale de p tilde de n vaut 1, on peut commencer à se servir d'estimation d'ellipticité. Donc, lorsqu'on est à ce niveau-là, du problème initial, j'en déduis surtout le signe. Donc ça, je l'efface. Mais lorsqu'on en est là, on voit que si j'intègre maintenant, je refais le même calcul, mais je n'écris plus qu'avec des p tilde de n, parce que les p tilde de n restent bornés, ils sont normalisés. Donc les p tilde de n, je les maîtrise maintenant. Et je veux réécrire lambda n en fonction de p tilde de n. Et donc là, le calcul que j'ai fait il y a un instant, eh bien, d sur dt de l'intégrale de p tilde de n, ça vaut 0. Lambda n intégrale de p tilde de n, ça fait lambda n. Et on voit donc que lambda n est égal à l'intégrale, c'est le même calcul que précédemment, de moins dp tilde de n sur d nu fois ds. En d'autres termes, c'est un problème qui est maintenant où le multiplicateur, on identifie le multiplicateur de Lagrange par simple intégration. Bon. Alors, les p tilde de n, on a envie de dire qu'ils restent bornés, maintenant, puisque leur masse est égale à 1. Donc on se dit que si les p tilde de n restent bornés, certes c'est une dérivée normale, mais c'est raisonnable de penser que lambda n qui est positif reste borné. Et donc naturellement, ce que l'on va récupérer à la limite, quand n tend vers l'infini, donc formellement, bien, c'est quelque chose qui va être dp sur dt plus le a, c'est pas un a, c'est le a étoile, hein, c'est ce que j'ai toujours noté, a étoile, plus a étoile p, avec maintenant un coefficient b qui est le coefficient limite, qui est un coefficient qui est défini sur la droite réelle tout entière, et un p qui est défini sur la droite réelle tout entière, lambda p, donc ça c'est pour x dans d, et pour t réel, de moins l'infini à plus l'infini, que le P est strictement positif par le principe du maximum fort dans D, que P est égal à 0 au bord, que lambda est positif ou nul, et que l'intégrale de P est égale à 1, quel que soit T réel. Bon, alors ça, c'est une information supplémentaire, j'en ai pas du tout besoin pour l'unicité, mais c'est comme ça. Et donc, formellement, qu'est-ce que j'ai obtenu? Ce que j'ai démontré, enfin, entre guillemets, c'est qu'on obtenait l'équivalent de ces sortes de mesures stationnaires
qu'on avait établi dans le cas simple périodique, ou en tout cas dans les cas classiques d'ergodicité, à part que maintenant, les valeurs propres, chaque fois qu'on prend un B différent, on a des valeurs propres, des premières valeurs propres qui pour des B différents sont différentes, et que donc il n'y a aucune raison que le lambda de t soit constant. Le lambda de t, si vous pensez que les coefficients oscillent lentement entre deux valeurs, eh bien, grosso modo, le lambda de t il va osciller de manière très formelle entre les deux premières valeurs propres. Énorme différence avec le cas classique ergodique où toutes les premières valeurs propres, c'est 0. Ce qui simplifie énormément la situation. Donc, modulo et donc sur l'épée, on a des bornes. Il y a la question d'avoir des bornes sur lambda n. Bien. Alors, j'en parlerai dans un instant, mais c'est un peu longué à établir ces bornes. Donc, si on admet qu'on a des bornes, on a entre guillemets démontré qu'il existait un objet comme ça, et pensez à ce que l'on a fait il y a un petit moment dans le cas périodique. Dans le cas périodique ou avec des conditions de Neumann, ce n'était pas l'existence qui était la partie difficile, c'était l'unicité. C'est pourquoi cet objet, est-ce que cet objet est unique et pourquoi est-il unique? Je vais me concentrer maintenant sur un problème comme ceci de solution éternelle et vous dire qu'effectivement, il y a unicité.